Grand comme 3 fois la France, l'Alaska est l'état le plus vaste et sauvage des USA, et l'un des plus mystérieux aussi. En effet, plus de 16 000 personnes auraient disparu là-bas depuis une trentaine d'années, et certaines dans des circonstances très bizarres. Et on a également perdu la trace de plusieurs avions dans cette région, si bien qu'elle a été surnommée le triangle de l'Alaska. Un triangle qui alimente des théories parfois un peu folles. Et c'est de cette énigme qu'on va parler aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de disparitions mystérieuses en Alaska, une contrée froide et hostile. En effet, le nombre de disparitions dans cet état serait tellement élevé que certains parlent du triangle de l'Alaska, qui relie la ville d'Anchorage à celle de Juneau et Barrow. Le terme triangle fait référence au célèbre triangle des Bermudes, une zone de l'Atlantique qui aurait été, selon une croyance répandue, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'avions militaires et civils. Mais le triangle des Bermudes est tout de même assez controversé, on en reparlera plus tard. En tout cas, quelles que soient les explications, rationnelles ou plus excentriques, c'est un fait, beaucoup de monde se volatilise en Alaska. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection d'affaires de disparition de personnes et d'avions, avant de passer en revue les différentes théories envisageables. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de Holly, qui est le sponsor de cette vidéo. Holly, c'est à la fois une marque de boissons énergisantes, gamme Energy, et d'Ice Tea, gamme Ice Tea. Ce qui différencie Holly des autres marques, c'est qu'elle produit beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes. C'est donc plus écologique. Elle ne contient pas de sucre, de taurine et les arômes et colorants sont naturels. C'est donc plus sain. Ces energy drinks utilisent de la new caf, de la caféine cristallisée qui fait effet à plus long terme et évite un crash post-caféine. C'est donc plus efficace. Et ça n'est pas terminé. Le packaging de Holly est incroyable. C'est superbe pour les yeux et c'est surtout un plaisir à boire parce que c'est un régal. Et il y en a pour tous les goûts, je vous conseille d'ailleurs de tester leur pack découverte. Moi par exemple j'adore l'Ice Tea Black Peach, j'en ai même carrément commandé un pot qui contient 50 portions, ça fait moins d'emballage, et aussi une box de 10 portions d'energy drink à la grenade. Mais on a tous des goûts différents, donc à vous de voir ce que vous préférez. Surtout qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez justement profiter d'une réduction de 5€ en utilisant le code Lionel5, un pack vous revient à 14,99€ ou bien 19,99€ avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtiendrez 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Donc pour bien commencer l'année, testez Holly. Fini les boissons malsaines et sucrées, profitez de ces boissons enrichies en antioxydants et vitamines. Goûtez Holly, vous allez voir, c'est sacrément bon. D'une superficie de 1 500 000 m², l'Alaska est un état américain situé au nord-ouest du Canada. Territoire immense à la beauté sauvage, l'Alaska est relativement peu peuplé. Mais l'Alaska est un endroit où les gens ont plus tendance à disparaître qu'ailleurs aux États-Unis. Entre 500 et 2000 personnes y disparaissent chaque année. Le taux de disparition est 2 fois supérieur à la moyenne nationale et les personnes disparues y sont moins souvent retrouvées. Il serait impossible de vous présenter toutes les affaires, ça prendrait des jours, voilà pourquoi j'en ai sélectionné plusieurs particulièrement intéressantes. En juin 1999, Michael Palmer a 15 ans. Il vit avec sa famille à Wasilla, une ville d'environ 10 000 habitants, située à 69 km au nord-est d'Anchorage. Mike, comme on le surnomme, a 2 frères et 2 sœurs, et c'est le plus jeune des garçons. Ses frères aînés s'appellent Charles, surnommé Chucky, et Chris, qui est le plus âgé. Mike est un ado comme il y en a des millions d'autres, il adore passer du temps avec ses copains. Et le vendredi 4 juin 1999, Mike va justement dormir chez un copain à lui vivant aussi à Wasilla. Et ce soir-là, les 2 jeunes ont prévu de sortir. Avec 2 copains, ils veulent aller assister à une fête de remise des diplômes près de Middle Lake, à environ 14 km de Wasilla. Ça fait une petite trotte, et n'ayant pas leur permis de conduire, les jeunes décident de s'y rendre à vélo. Arrivés sur place, les jeunes passent un bon moment, ils s'amusent, ils boivent quelques bières, notamment Mike, mais il n'est pas ivre. Les heures défilent et vers 4h du matin vient le moment de rentrer. Les 4 copains enfourchent donc leur vélo et prennent le chemin du retour. Au départ, tout le monde roule ensemble, mais au bout d'un certain temps, il semblerait que Mike avance moins vite que les autres. Et un peu plus tard, le groupe de cyclistes se rend compte qu'il n'est plus derrière eux. Tout le monde s'arrête donc devant un 7-Eleven sur la route pour l'attendre. Seulement Mike n'arrive toujours pas. Les jeunes se disent alors qu'il est sûrement rentré directement chez lui et il ne reste pas là à l'attendre, il rentre aussi chez eux. Le lendemain, le samedi 5 juin 1999, dans l'après-midi, Madame Palmer s'étonne de ne pas voir son fils Mike revenir à la maison. Elle téléphone donc au copain chez qui il était censé dormir pour savoir où il est. Et le copain lui annonce qu'il n'est pas là. Et il lui explique qu'il pensait qu'il était rentré dormir chez lui durant la nuit. Seulement, ça n'est pas le cas.
Très inquiète, Madame Palmer décide de signaler la disparition de son fils à la police. Et les officiers se lancent à sa recherche. Ils fouillent le secteur de la disparition, mais autant vous le dire tout de suite, Mike Palmer ne sera jamais retrouvé. L'adolescent ne sera plus revu nulle part, il s'est comme envolé. Dans cette affaire, les enquêteurs ont tout de même retrouvé 2 indices troublants. Tout d'abord, le vélo utilisé par Mike. Le vélo a été repêché quelques temps plus tard dans une rivière du secteur, la Little Susitna. Plus bizarre encore, on a découvert des baskets Converse pouvant appartenir à Mike dans un champ. Les chaussures étaient mouillées et boueuses. L'endroit se trouvait à 200 mètres de la rivière où on a trouvé le vélo. 50 chercheurs ont donc ratissé les bois près de cette rivière, sans résultat. Alors qu'est-il arrivé à l'adolescent? Impossible de le dire. Du point de vue de sa famille, Michael Palmer n'était pas un ado en difficulté. Il ne se serait pas enfui de chez lui de cette manière et ne serait pas resté aussi longtemps sans donner de nouvelles à sa famille. Vu que le vélo a été trouvé dans la rivière, les policiers ont émis l'hypothèse que Mike serait tombé à l'eau avant de mourir d'hypothermie. Mais les chiens pisteurs n'ont pas détecté son odeur et aucun corps n'a jamais été trouvé par la suite. C'est d'autant plus étrange qu'à la période des faits, les eaux de la rivière étaient calmes et claires. À part la thèse accidentelle, les forces de l'ordre ont aussi envisagé que l'ado aurait été attaqué tandis qu'il circulait seul à vélo. Mais faute d'éléments, cette piste a conduit à une impasse. La disparition de Mike Palmer reste non élucidée à ce jour, mais ce mystère n'est pas terminé. Car 11 ans après la disparition de Mike, la famille Palmer a connu un autre événement aussi inattendu que sinistre. En avril 2010, Charles Palmer, surnommé Chucky, l'un des frères aînés de Mike qui a 30 ans, part se détendre quelques jours. Il part avec son autre frère, Chris, qui est plus âgé, leur beau-père et 2 amis, et ils vont dans les montagnes Talkeetna à environ 100 km au nord-est de Wasilla. Ils ont prévu de passer un week-end entre hommes et faire essentiellement de la motoneige. Le samedi 10 avril 2010, donc toute la petite bande est donc sur place et tout le monde a envie de faire une sortie en motoneige parce qu'ils sont venus pour ça. Seulement, Chris Palmer ne peut pas les accompagner parce que il a cassé le guidon de son engin et il doit le réparer. Obligé de rester au chalet le temps des réparations, il dit tout de même à son frère Chucky et aux autres de partir sans lui. Le groupe part donc en motoneige sans Chris et l'insensé va se produire. Apparemment la sortie se déroule bien, Chucky ferme la marche, il roule en dernière position dans le groupe, mais en fin d'après-midi vers 19h15, tout va basculer. Tandis qu'ils reviennent au chalet sur le sentier principal, Chucky est distancé par les autres. Il est séparé du groupe et comme son petit frère Mike 11 ans plus tôt, il va disparaître. Alertée, la police d'État de l'Alaska mène d'importantes recherches, mais elles sont perturbées par une tempête de neige. La motoneige de Chucky finira quand même par être localisée, à 19 km du chalet où résidait le groupe. Les State Troopers ont théorisé que Chucky avait dû se perdre en empruntant un sentier secondaire et qu'il s'est finalement retrouvé bloqué dans la neige. Mais détail curieux, aucune empreinte de pas n'a été repérée près de la motoneige de Chucky. Il a certes neigé légèrement, quelques centimètres après sa disparition, mais pas suffisamment pour qu'elle cache complètement les traces qu'il aurait laissées dans la neige s'il était parti à pied après son accident. Ken Farina, le chef des pompiers de l'époque ayant participé aux recherches, a été tellement déconcerté par la disparition de Chucky qu'il a déclaré qu'il ne voyait aucune explication autre qu'un enlèvement par un extraterrestre. Les sauveteurs n'ont trouvé aucun indice ou preuve que Chucky ait jamais été dans la zone où on a récupéré sa motoneige. En mai 2010, la police d'État de l'Alaska a effectué une deuxième recherche du corps de Chucky après la fonte des neiges, sans plus de succès. Ils n'ont rien trouvé, pas même le casque qu'il portait au moment des faits. En ce qui le concerne, Chris Palmer pense que les autres membres du groupe roulaient trop vite, que Chucky ne pouvait pas les suivre et qu'il a fini par se perdre. Parce que c'était un pilote moins expérimenté que lui. Chris ne comprend pas pourquoi ceux qui étaient présents ce jour-là n'ont pas fait demi-tour pour aller le chercher. Et il s'en veut car s'il avait été là, il n'aurait laissé personne derrière. Au moment de sa disparition, Chucky était certes habillé contre le froid, mais il n'avait avec lui aucun GPS, ni eau ni nourriture. Autrement dit, il ne pouvait pas survivre très longtemps. Et drame dans le drame, Chucky Palmer laisse 3 orphelines derrière lui. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que Chris Palmer a perdu tragiquement ses 2 frères. Ils ont tous les 2 disparu de manière inexplicable à 11 ans d'intervalle, et il est impossible d'imaginer comment ça doit être dur pour lui. Cette affaire de disparition de 2 frères est donc très étrange, et la suivante ne l'est pas moins. Cette affaire commence, et ça va tout de suite nous mettre dans le bain, par une disparition de randonneuse. Le 9 octobre 2011, une femme de 38 ans, originaire de l'Utah, nommée Melinda Strides, surnommée Mindy, est en vacances en Alaska.
Et ce dimanche-là, elle fait une excursion en véhicule tout-terrain avec un groupe de personnes, dont son frère Mitchell. Et lors d'une pause non loin du kilomètre 70 de la Steez Highway, au nord-est de Fairbanks, Melinda part marcher seule sur un sentier. Et ne la voyant pas revenir au bout d'un moment, son frère alerte les secours. Des fouilles démarrent rapidement dans la zone et comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires, des bénévoles viennent apporter leur aide. Et c'est le cas de Gerald DeBerry, un habitant du coin âgé de 53 ans. L'homme qui connaît bien la région part chercher la disparue à bord de son quad tout-terrain, un Yamaha Kodiak. Le dimanche après-midi, les recherches concernant Melinda se poursuivent, et en fin de journée, les efforts des sauveteurs sont récompensés car on retrouve la randonneuse. La femme est retrouvée en état d'hypothermie, fatiguée, mais saine et sauve. Elle était immobilisée un peu à l'écart d'un sentier. Cette affaire se termine donc bien, mais le lendemain, le lundi 10 octobre 2011, des proches de Gerald DeBerry s'interrogent. Parce que le quinquagénaire n'est pas rentré chez lui la veille, et il ne répond pas non plus au téléphone. La police d'État de l'Alaska est notifiée et les officiers vont se rendre compte qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, le chercheur volontaire a disparu lors de l'opération de recherche et sauvetage concernant la randonneuse. Ce qui n'est pas banal. Gerald DeBerry est officiellement porté disparu et les autorités déclenchent immédiatement des recherches aériennes et terrestres. Les secours sont inquiets car la veille, Gerald portait juste une veste d'hiver, un sweatshirt et un jean, une tenue insuffisante pour lutter contre le froid. Car dans cette zone proche des White Mountains, une chaîne de montagnes au nord de Fairbanks, les températures sont largement négatives la nuit. Pendant 2 jours, des équipes au sol, appuyées par 6 avions et 3 hélicoptères, fouillent le secteur. Un hélicoptère de la garde nationale doté d'une caméra infrarouge est également déployé sur site. Cette technologie sophistiquée permet de détecter un ours dormant dans une tanière sous la neige, mais elle ne permettra pas de repérer le disparu. Les jours passent et les sauveteurs sont à la fois frustrés et amers, car tout le monde est convaincu que Gerald DeBerry ne s'est pas perdu. Il connaissait bien le coin pour y être allé plein de fois. Et on n'a pas retrouvé son quad. Il s'est littéralement volatilisé. Certains pensent que Gerald DeBerry a été avalé par ce qu'on appelle le triangle de l'Alaska. Mais un rebondissement va survenir. 1 an plus tard, un randonneur est en train de marcher non loin de la mine de Face Creek, le long de la Steez Highway, quand il tombe sur un quad abandonné. Le véhicule 4 roues motrices est coincé dans la toundra, et il n'y a personne aux alentours. L'homme prévient les State Troopers qui viennent sur place et identifient tout de suite le quad comme appartenant à Gerald DeBerry. Les policiers effectuent des battues dans les environs, mais ils ne trouveront rien. Aucun vêtement, aucun ossement. Gerald DeBerry n'a jamais été retrouvé à ce jour et nul ne sait ce qui lui est arrivé le 9 octobre 2011. La seule chose sûre, c'est qu'il est le premier sauveteur à avoir péri lors d'une mission de recherche et sauvetage en Alaska. À 78 km au sud d'Anchorage, Seward est une petite ville portuaire au pied du majestueux Mount Marathon. Abritant seulement 2600 habitants, Seward connaît chaque année un événement sportif de renommée mondiale, la Mount Marathon Race, qui n'est rien moins que la course à pied la plus difficile au monde. Tous les 4 juillet, environ 800 coureurs se lancent à l'assaut d'une énorme pyramide de roches sous les yeux de 25 000 spectateurs venus de toute la région. La distance du trait n'est que de 5 km aller-retour, mais il faut monter et redescendre une pente de 900 mètres de dénivelé, sur un terrain accidenté où chaque pas est une souffrance. Et la descente est réputée encore plus dangereuse. Il faut faire attention aux chutes de pierre et aux glissades sur la glace et la boue. Les blessures sont fréquentes lors de cette épreuve sportive, et une année, un coureur s'est même empalé sur une branche d'arbre. Terminer cette course est donc déjà un exploit en soi. Et le 4 juillet 2012, Michael Lemaître compte bien finir cette course. En dépit de ses 65 ans, cet Américain d'origine française est en forme physique exceptionnelle pour son âge. Comblé au niveau professionnel et heureux en mariage, il adore se lancer des défis. Ce samedi à 15h, Michael démarre donc la course infernale au milieu de centaines de coureurs. Pour ne rien arranger, la météo n'est pas très bonne ce jour-là. Michael se retrouve très vite parmi les derniers et c'est logique parce que c'est l'un des vétérans de la course. En ce qui concerne le parcours, les coureurs doivent grimper la paroi jusqu'à Rest Point, vers le sommet de la montagne, où ils doivent tourner autour d'un rocher et redescendre. Durant la compétition, un membre de l'organisation nommé Tom Walsh est posté à Rest Point pour enregistrer les chronos, noter les numéros et guider les sportifs. Les heures passent et vers 17h45, la course est finie. Seul et commençant à avoir froid, Tom Walsh, qui est toujours à Rest Point, décide de rentrer. Il décide de redescendre vers Seward. Il est en train de marcher, descendre la pente, quand tout à coup, il voit un coureur arriver. Il voit un coureur monter vers lui. Et ce coureur, c'est Michael Lemaître. Couvert de boue et complètement trempé, il ne lâche rien et veut y arriver.
Le maître demande à Walsh s'il est encore loin du sommet, et Walsh répond à environ 70 mètres. Le coureur lui demande s'il peut terminer la course, parce qu'il est tout près du sommet, et malgré la brume, on peut même voir Rest Point un peu plus haut. Le maître n'a que 70 mètres à faire le tour du rocher et redescendre. Donc Tom Walsh, le membre de l'organisation, dit à le maître qu'il peut y aller, et c'est la dernière personne à l'avoir vu. Sachant que Michael Lemaitre ne va jamais passer la ligne d'arrivée de la course, des recherches massives vont être lancées dès le soir. Et pendant 4 jours, une centaine de personnes au sol vont fouiller chaque recoin de la montagne avec des chiens pisteurs et renifleurs de cadavres. 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques vont aussi scruter la montagne. En vain, on ne trouvera aucune trace de Michael Lemaitre. Si le coureur a péri dans un accident, comment se fait-il qu'on n'ait jamais retrouvé son corps? Il est peut-être tombé dans une fissure, c'est vrai. À moins qu'il se soit trompé de route pour rentrer et soit parti de l'autre côté de la montagne avant de succomber quelque part dans les bois. Nul ne sait ce qui lui est arrivé, et plus d'une décennie après les faits, la disparition de Michael Lemaitre reste un mystère complet. En 2022, Steve Keel a 61 ans. Vivant à Dover dans le Tennessee avec sa femme Liz, Steve a 2 grands-fils adultes. Vétéran de la marine et ancien électricien, ce retraité est passionné de vie en plein air. Chasseur, Steve participe régulièrement à des parties de chasse depuis 10 ans avec un ami à lui nommé Brian Collins. Et le 20 août 2022, Steve et Brian arrivent en Alaska pour un voyage de chasse au caribou. Et c'est la première fois qu'ils viennent dans cet état. Les 2 hommes ont choisi comme terrain de chasse une zone au nord de l'Alaska, à une centaine de kilomètres au sud de Dead Horse. Les 2 amis ont installé leur campement non loin de la Dalton Highway, et pendant une semaine, ils chassent et rien d'anormal n'est à signaler. Le samedi 27 août 2022, c'est une nouvelle journée de chasse qui démarre. Mais tout va basculer. À un moment donné, Steve annonce à Brian qu'il va aller chercher un paquet de viande de caribou qu'il avait déposé la veille à environ 800 mètres de leur campement. Ils avaient peut-être fait ça pour éviter que les ours ne soient attirés par la viande près de leur campement. Avant de partir, Steve le dit à Brian qu'il n'en a pas pour très longtemps. Mais par la suite, les heures défilent et Steve ne revient pas. Au départ, Brian n'est pas trop inquiet parce que ça leur arrivait d'être séparés. Mais à la nuit tombée, son ami est toujours absent. Et Brian comprend que quelque chose ne va pas. Car Steve n'avait que 1600 mètres aller-retour à pied à faire. Pensant qu'il va le retrouver lui-même, Brian part à pied, seulement, à un moment donné, il est bien obligé de se rendre compte qu'il est incapable de le localiser. Il prévient donc la police d'État le lendemain matin, le dimanche 28 août. Les forces de l'ordre vont tout mettre en œuvre pour tenter de retrouver le chasseur disparu. Cependant, c'est compliqué parce que le terrain cache par exemple des sables mouvants qui peuvent être dangereux. Un autre obstacle est qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Seuls les téléphones satellites fonctionnent dans cette région isolée et sauvage. Le 3 septembre 2022, les fils de Steve Keel font le voyage jusqu'en Alaska pour se joindre aux recherches, mais elles restent inefficaces. De son côté, Liz, l'épouse de Steve, est effondrée. Mais elle doute que son mari se soit perdu car il passait énormément de temps dans la nature, et il avait appris aussi durant sa carrière militaire diverses techniques de survie en milieu hostile. En tout cas, Liz se bat. Elle collecte des fonds pour financer des recherches privées et promet une récompense de 15 000 $ à quiconque trouvera son mari. Et le 15 septembre 2023, une équipe de chercheurs financée par Madame Keel annonce enfin avoir trouvé quelque chose dans un lac de toundra peu profond proche de la Dalton Highway. Peut-être Steve. Les agents de la police d'État d'Alaska font alors venir des plongeurs qui vont récupérer les restes qui, après analyse, seront qualifiés de non-humains. En conclusion, ça n'était pas les restes de Steve Keel. Étant donné que c'est la dernière personne à l'avoir vu vivant, Brian Collins a été interrogé par la police, mais il n'a pas été soupçonné. Selon toute apparence, il n'a joué aucun rôle dans sa disparition. Car selon ses propres dires, Steve était un ami très proche, et il l'aimait comme un frère. Brian regrette de ne pas l'avoir accompagné pour récupérer ce pack de viande ce jour-là. Et il y pense tout le temps. Dans cette affaire, les autorités ont exclu la possibilité que Steve ait été attaqué par un ours. En tout cas, Steve avait un handicap, il portait des vêtements de camouflage, qui rendent les recherches aériennes extrêmement difficiles. Ses couleurs sont presque impossibles à distinguer depuis le ciel. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on ne l'a jamais retrouvé. Au moment où vous regardez cette vidéo, Steve Keel n'a toujours pas été localisé et cette affaire reste aussi non élucidée. Je viens de vous présenter quelques affaires de disparition de personnes dans la nature en Alaska, mais ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé à toutes les affaires qui sont recensées là-bas. Et il faut savoir que l'Alaska a aussi été le théâtre de disparitions d'avions inexpliqués.
Le 26 janvier 1950, vers 13h, un avion Douglas C-54 Skymaster appartenant au premier escadron de soutien stratégique, Strategic Air Command, part de la base d'Anchorage en Alaska avec pour objectif de rallier celle de Great Falls dans le Montana. L'avion transporte 44 personnes et le vol doit durer 8 heures. 2 heures après son décollage, le Douglas C-54 établit un contact radio comme c'était prévu au-dessus de Snag, au Yukon. Le pilote indique que l'avion est dans les délais et qu'il n'y a aucun problème à signaler. Seulement, ça sera son dernier contact radio. L'avion n'arrivera jamais à destination. Cette disparition va déclencher l'un des plus grands efforts de sauvetage menés conjointement par les forces militaires américaines et canadiennes. L'opération va mobiliser jusqu'à 85 avions, en plus de 7000 personnes, qui vont fouiller 350 miles carrés. Effet surprenant, pas moins de 3 avions C-47, des gros avions bimoteurs célèbres depuis la Seconde Guerre mondiale, vont s'écraser lors des missions de recherche. Par chance, et c'est un vrai miracle, aucune victime ne sera à déplorer, seulement des blessés. Mais en ce qui concerne le Douglas C-54, il ne sera jamais retrouvé. Aucune épave, aucun corps. L'avion et ses occupants se sont comme effacés de la réalité. D'autres avions ont disparu en Alaska avec parfois même des personnalités à leur bord, comme le montre l'exemple suivant. En octobre 1972, Hal Boggs et Nick Begich sont 2 hommes politiques américains éminents. Boggs est le leader de la majorité parlementaire de Louisiane et Begich un nouveau membre du Congrès d'Alaska. Le 16 octobre 1972, il est prévu que Boggs et Begich voyagent avec leur assistant d'Anchorage à Juneau, dans le cadre d'une campagne électorale. Vers 9h du matin, ils partent dans un Cessna 310C, un bimoteur léger. Ce matin-là, les conditions météo ne sont pas particulièrement difficiles. Le pilote est expérimenté et l'avion sort juste d'un contrôle de maintenance. Mais l'appareil va s'évaporer en cours de route avec ses 4 occupants. Étant donné que 2 des passagers, Boggs et Begich, étaient des personnalités publiques, les autorités vont mettre le paquet pour retrouver cet avion. Des dizaines de navires et pas moins de 400 avions seront déployés, y compris un SR-71 Blackbird, un redoutable avion de reconnaissance stratégique de l'armée américaine. En pleine période de la guerre froide, le SR-71 est aussi utilisé comme avion espion par la CIA. En effet, il est équipé de nombreux capteurs comme un appareil photo à haute résolution, différents radars et une caméra thermique. Mais malgré sa technologie de pointe, le Blackbird ne détectera rien de plus que les autres appareils. Et après 39 jours de recherche, l'opération de sauvetage sera finalement stoppée. Comme celle du C-54 Skymaster en 1950, la disparition du Cessna a rendu perplexe un certain nombre de personnes. En l'absence d'épave, sans explication et n'acceptant pas la thèse d'un simple accident, certains observateurs ont commencé à chercher des explications alternatives. Et c'est cette année-là, en 1972, qu'on a commencé à parler du triangle de l'Alaska, un endroit qui engloutirait hommes, femmes, enfants et avions. L'un des derniers exemples en date est l'affaire Alan Foster. Pilote chevronné de 47 ans, Alan Foster pilotait son avion, un Piper PA-32. Il effectuait un trajet entre Yakuta et Anchorage, et l'appareil n'est jamais arrivé. Son appareil a disparu des radars 18 minutes après le décollage, quelque part entre le glacier Malaspina et le golfe d'Alaska. Les importants efforts de recherche ont tous abouti à des résultats négatifs. Et il n'a jamais été localisé. Quand on constate toutes ces disparitions inexpliquées de personnes, d'avions, c'est vrai que ça peut laisser perplexe. Ça suscite des questionnements, des inquiétudes et parfois aussi des fantasmes. Et l'absence d'explication, ce vide, a été rempli par certains par l'idée du triangle de l'Alaska, en référence au triangle des Bermudes. Pour certains, cette zone a forcément un côté mystérieux. Et si vous faites des recherches sur internet, vous le verrez par vous-même que le triangle de l'Alaska, ça alimente des rumeurs, des théories un peu folles, des théories paranormales, disons-le. On peut par exemple lire qu'il existerait des vortex d'énergie en Alaska, des portails interdimensionnels qui expliqueraient toutes ces disparitions irrésolues. Et évidemment, on pointe aussi du doigt le Bigfoot, le cryptide qu'on ne présente plus. Le Bigfoot qui est une créature décrite comme un grand humanoïde bipède poilu qui habiterait les forêts d'Amérique du Nord. La présence du Bigfoot aurait été aussi signalée en Alaska, un territoire tellement immense, tellement démesuré et sauvage que des bêtes inconnues, non répertoriées par la science, pourraient peut-être effectivement s'y cacher. Ceci dit, il faut quand même dire, c'est important selon moi, que au stade actuel de nos connaissances, rien ne permet d'établir un lien entre la possible réalité du Bigfoot et les disparitions inexpliquées en Alaska.
C'est un raccourci un peu trop rapide que sont tentés de faire certains. Car même dans l'hypothèse où le Bigfoot existerait réellement et qu'un randonneur en rencontrerait un, il n'est pas sûr que cette bête l'attaquerait. Car on entend souvent dire que le Bigfoot aurait plutôt tendance à fuir l'homme. Cette créature, cet animal, cette bête ne serait pas forcément agressive. Même s'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et voir le Bigfoot comme une gentille créature, comme dans le film Bigfoot et les Anderson. Pour expliquer les disparitions survenues dans ce qu'on appelle le triangle de l'Alaska, certains mettent aussi évidemment en cause les extraterrestres. Parce que depuis 1998, plus de 560 ovnis auraient été signalés en Alaska. Un chiffre qui provient du National UFO Reporting Center. Apparemment, il y aurait une assez forte activité ufologique dans cet état, néanmoins, et c'est la problématique du sujet, on ne connaît pas la nature exacte des objets et lumières étranges vus dans le ciel de l'Alaska. Car le phénomène des ovnis, ou plutôt des PAN qui est un terme plus juste, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, est extrêmement complexe. On assimile souvent à tort les ovnis avec les extraterrestres, alors que l'hypothèse extraterrestre n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Il y a aussi l'hypothèse militaire, par exemple. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse, les disparitions mystérieuses en Alaska, avancer la thèse extraterrestre, c'est-à-dire que toutes ces personnes auraient été abductées, n'est que pure spéculation, parce qu'on n'a pas le début de commencement d'une preuve. Et ça serait trop facile de les mettre sur le dos de prétendus petits hommes verts. Et surtout quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, on se rend compte que les explications cartésiennes paraissent assez convaincantes. Je vais commencer par dire que l'Alaska est l'État américain où l'on disparaît le plus, c'est vrai, mais en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport à sa population. Mais en termes absolus, l'Alaska n'est pas l'État qui compte le plus grand nombre de dossiers de personnes disparues. On voit qu'en 2024, c'est d'abord la Californie, ensuite le Texas, la Floride, puis l'Alaska. Ce qui est avéré, c'est que l'Alaska a effectivement le taux de disparition le plus élevé, avec 162 personnes disparues pour 100 000 habitants en 2021, soit bien plus que tout autre État. En clair, ça veut dire qu'il y a beaucoup de disparitions dans cette région assez peu peuplée. Ces chiffres sont choquants, ça a un côté effrayant, c'est vrai, et l'esprit humain peut parfois être tenté de chercher des raisons surnaturelles à ça. Mais quand on écoute les témoignages des locaux, des gens qui vivent en Alaska, et quand on analyse les choses à froid, on se rend compte qu'une combinaison de différents facteurs pourrait expliquer une grande partie de ces disparitions. Car encore une fois, l'Alaska est une zone gigantesque et quasi vide. Elle comprend un littoral immense, 39 chaînes de montagnes, 100 000 glaciers, 3 millions de lacs et 12 000 rivières. L'Alaska abrite une nature très hostile où il existe 1000 façons de mourir. Vous pouvez vous perdre, mourir de froid même en plein été, tomber dans une crevasse, être emporté par une avalanche ou un glissement de terrain, vous faire attaquer par un animal sauvage, il y a 4000 grizzlies en Alaska, ou tomber à l'eau. Car beaucoup de gens se noient en Alaska. Et le problème là-bas, c'est que les corps qui coulent dans les eaux de l'Alaska ont tendance à rester au fond de l'eau, à la différence des régions au climat plus chaud. Ce qui expliquerait pourquoi beaucoup de corps ne sont pas retrouvés. Deuxième facteur, la difficulté des recherches. Lorsqu'une personne disparaît en Alaska, c'est très compliqué de la retrouver parce que les zones de recherche peuvent être aussi vastes que plusieurs autres États. Rendez-vous compte, l'Alaska est plus grand que le Texas, la Californie et le Montana réunis. Donc si vous voulez retrouver quelqu'un, vous avez intérêt à le chercher au bon endroit. En plus, le terrain est souvent escarpé, c'est très dangereux aussi de faire des fouilles, et handicap supplémentaire, la glace et la neige ont souvent tendance à effacer les traces des personnes disparues. Je pense en particulier aux randonneurs. Troisième facteur, un facteur sociologique. Car l'Alaska a tendance à attirer des personnes au profil particulier. L'Alaska attire des explorateurs et aventuriers attirés par les grands espaces sauvages, des personnes qui prennent des risques, et aussi, il faut le dire, des personnes en marge de la société ou en fin de parcours. Et l'Alaska regorge d'endroits où un homme peut disparaître s'il le souhaite, plein d'endroits où un homme peut ne jamais être retrouvé s'il en a envie. L'Alaska attire également des repris de justice et des personnes parfois peu recommandables qui veulent fuir les problèmes. Quatrième facteur, le facteur criminologique. Car l'Alaska est considéré comme l'un des États les plus violents des États-Unis, même si la tendance est à la baisse ces dernières années. Tout le monde a des armes en Alaska et il existe, ce sont les locaux eux-mêmes qui le disent, un énorme problème d'alcool et de drogue dans cet État. Alcool et drogue qui génèrent souvent de la violence.
Par ailleurs, et pour parler très concrètement, il serait très facile de se débarrasser d'un corps en Alaska où la nature est omniprésente. Les experts pensent d'ailleurs que plusieurs tueurs en série sont probablement actifs en Alaska. Des serial killers qui s'attaquent en priorité aux personnes plus vulnérables, comme les femmes autochtones, qui représentent un nombre disproportionné parmi les victimes de crimes violents en Alaska, ce qui est assez triste. En conclusion, faites-vous votre propre avis sur le triangle de l'Alaska. Certaines affaires recensées dans cette vidéo sont assez étranges, c'est vrai, un certain doute subsiste dans la mesure où il n'y avait aucun témoin au moment des faits, mais il semblerait que la grande majorité des disparitions en Alaska peuvent s'expliquer de manière rationnelle. Soit dit en passant, le triangle des Bermudes, auquel se réfère celui de l'Alaska, est lui-même très controversé. Pour certains scientifiques, ça serait en fait une simple vue de l'esprit, juste une légende. Car dans les faits, le nombre de navires et avions qui disparaissent dans cette zone serait le même que dans n'importe quel endroit dans le monde en termes de pourcentage. Et tout ceci nous incite donc à une certaine prudence vis-à-vis d'un supposé triangle de l'Alaska. On disparaît certes plus que la moyenne en Alaska, mais pour des raisons compréhensibles. C'est avant tout la réalité implacable de cette région qui serait en cause. Il est raisonnable de penser que beaucoup de randonneurs ou d'avions disparus en Alaska sont tout simplement tombés dans des crevasses, des glaciers, où ils reposent toujours. Et on peut encore garder espoir de les retrouver un jour parce que, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers va probablement révéler des corps et des épaves d'avions dans l'avenir. Il faudra peut-être juste être patient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez votre propre théorie sur le triangle de l'Alaska, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires sous cette vidéo. C'est toujours intéressant de les lire. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un bon coup de pouce donné à la chaîne. Pour plus de contenu, abonnez-vous aussi bien sûr à la chaîne en activant la cloche afin d'être informé en temps réel dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci à vous. Un grand merci également à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Goûtez Oli, vous allez voir, c'est sacrément bon. Surtout qu'en cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez justement profiter d'une réduction de 5 € en utilisant le code Lionel5. Un pack vous revient à 14,99 € ou bien 19,99 € avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtiendrez 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses aux États-Unis vont vous être proposées dans quelques instants. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, faites gaffe à vous et en attendant, ne disparaissez pas.